Si t'es observateur, tu t'es rendu compte que la feuille a changé dans le vidéo et que j'ai fait une coupure, c'est parce que j'ai foiré la première version. Vous la voici. C'est pas moi qui ai fait des erreurs, c'est ma caméra qui a arrêté d'enregistrer et je continue avec l'exemple 1 que j'ai refait sur une feuille et qui explique et explicite surtout la façon dont l'induction électromagnétique fonctionne pour un système où on a un changement de surface. Je vous explique comment ça marche. On a un circuit électrique qui est relativement simple et qu'on voit du haut vers le bas. Donc, on est au-dessus et on le regarde vers le bas. La partie qui est ici, là, la longue tige qui est déposée sur les rails, c'est elle qui va bouger. Elle est libre de rouler, de se déplacer sans friction vers la gauche ou la droite, mais on lui impose une vitesse de 100 mètres par seconde, c'est rapide, vers la droite. Cette tige-là va bouger sous l'action d'une force dont on reparlera plus tard, mais on maintient sa vitesse constante à 100 mètres par seconde vers la droite. En dessous, ce sont des rails, en haut et en bas ici, là, qui retiennent la tige pour pas qu'elle tombe, mais qui conduisent aussi le courant électrique induit. Pour l'instant, il n'y en a pas de courant électrique, mais il va y en avoir à cause du phénomène d'induction électromagnétique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en déplaçant la tige, on va augmenter la surface du circuit, la surface A du circuit. X0, c'est la position initiale de la tige au début, par rapport à l'extrémité gauche, et ça va augmenter au fur et à mesure que le temps va couler, et on sait à quelle vitesse ça va augmenter, parce que la surface, c'est base fois hauteur, et que la base va grandir à raison de 100 mètres par seconde. La longueur de la tige, en tout cas la longueur efficace de la tige, je vous la donne, 15 cm, et tout le circuit baigne dans une densité de flux magnétique B0 de 400 millitesla, qui est orienté en entrant dans la feuille. Maintenant, on vous pose 3 questions. On vous dit, écoute, il va y avoir de l'induction électromagnétique, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Calcule le courant électrique I induit, sachant que la résistance totale de ce circuit-là est de 8 ohms et qu'évidemment, il y a un seul tour de fil, N égale 1. Ensuite, on vous demande, calcule la force extérieure, la force qui est nécessaire pour déplacer la tige vers la droite. Elle ne va pas se déplacer par magie, là. Il va falloir tirer dessus et on vous demande en Newton combien est grande cette force-là. Et finalement, on vous demande la puissance P électrique du générateur parce que c'est un générateur. On va prendre de l'énergie mécanique là, et on va la transformer en énergie électrique. C'est la définition même du générateur. Et on vous demande de calculer en watts combien ça va générer de puissance électrique. Première chose à faire, avant de répondre à la question A, B ou C, on se fait une bonne image de ce qui va se passer et on applique l'équation de Faraday qui nous donne le comportement de l'induction électromagnétique dans ce circuit-là. On a affaire à un cas où c'est la surface A du circuit qui va augmenter. Donc, notre surface A, c'est égal à la base, x0, multiplié par la hauteur L de 15 cm. Par contre, x0, c'est pas x0 tout le temps, là. Ça va être en fait x qui est égal à x0 plus la vitesse fois le temps. C'est-à-dire que la largeur x qui est ici est en fait une fonction du temps. C'est x0 au début, quand le temps t vaut 0, mais rapidement, ça va augmenter puisque la vitesse vaut 100 mètres à chaque seconde de temps t qui passe. Donc, on a une fonction a qui est égale à, si on fait la distribution du L là, sur chacun des termes, L fois x0 plus LVT. Ça, c'est important. Ça nous donne le comportement mathématique de la surface A en mètres carrés. Si on utilise L en mètres, x0 en mètres, V en mètres par seconde, c'est déjà le cas, et le temps t en secondes. Une fois qu'on a ça, il faut appliquer l'équation de Faraday. E est égal à moins n dφ dt, la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Pour nous, le n vaut seulement 1 et on cherche le nombre de volts E qui va être induit dans notre circuit. Le circuit est ici à gauche. La partie droite n'est pas fermée. Ce n'est pas un circuit électrique à droite. Le circuit électrique est à gauche et va contenir de plus en plus de X rouges au fur et à mesure que la tige va se déplacer vers la droite. Donc, on comprend rapidement qu'il va y avoir
une augmentation de flux magnétique en fonction du temps due à l'augmentation de la surface du circuit. Je vous rappelle que le flux magnétique, c'est un produit scalaire qui est égal à AB cos θ. Dans notre cas, le B, c'est B0, c'est quelque chose qui est constant. Le A, c'est une fonction du temps que j'ai écrit en vert ici. Et cos θ, si vous en souvenez plus, là, le θ, c'est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Dans notre cas, ça vaut 0 degré. Le vecteur B, c'est celui qui entre comme ça à 90 degrés par rapport au plan de la page. Et le vecteur A, c'est un vecteur normal, perpendiculaire au plan de la bobine. Donc, on a deux vecteurs qui sont parallèles. Et à ce moment-là, on dit que l'angle entre les deux... Oh, j'ai cochonné ma feuille. On dit que l'angle entre les deux est égal à 0 degré. Et cos de 0, ça fait 1. Donc, ça va nous donner une multiplication de A par B par 1. Et le 1 ne change rien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça garde les choses simples. Pour trouver E, on doit, semble-t-il, dériver le flux magnétique phi par rapport au temps. Nous, c'est la partie A qui change par rapport au temps. La partie B ne change pas. Évidemment, cos θ qui vaut toujours 1 ne change pas non plus. Faisons-le ensemble. On va avoir E est égal à moins 1. Je ne l'écris même pas. Multiplié par d phi dt, donc on va avoir d dt, on peut mettre le moins par contre, de AB cos θ, donc de Lx0 plus LVT, ça c'est le A, multiplié par notre B0 de 400 millitesla, multiplié par 1, donc je ne l'écris même pas, et c'est déjà comme ça. On peut, si vous voulez, distribuer le B0 sur chacun des deux termes. On va avoir dérivé B0, L, X0, plus L, V, B0, T. Parfait. Je ne sais pas si vous êtes confortable avec le calcul différentiel. Moi, oui, c'est normal, je suis le prof. Je vous explique comment ça fonctionne. La dérivée, il faut qu'on ait l'appliquée sur chacun des deux termes qui est ici. Et la dérivée par rapport au temps va donner quelque chose de non nul pour seulement les termes qui contiennent la variable t par rapport à laquelle on dérive. Donc, vous voyez tout de suite que le premier terme, là, B0, L, X0, ce sont toutes des constantes qui ne changent pas par rapport au temps. Donc, on va avoir comme réponse pour la dérivée 0. Par contre, le deuxième terme, lui, contient la variable de différentiel t et on va avoir comme réponse LV fois B0, mais pas le t. C'est la réponse de la dérivée. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Ben, les volts qu'on va récolter dans notre circuit sont égales à B0 fois L fois V. Donc, c'est aussi simple que ça. Au bout de la ligne, l'équation de Faraday nous dit... Là, il y aurait techniquement un moins ici, mais c'est la loi de Lenz qui s'occupe du moins. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la valeur absolue de la différence de potentiel. Et je fais abstraction du moins. Le moins est là pour dire s'oppose à la variation de et va nous donner le sens du courant. On va s'intéresser à ça dans un instant. Donc, pour obtenir les volts, tout ce que vous avez à faire, 0,4, c'est B, multiplié par 0,15 mètres, c'est L, la longueur du conducteur, multiplié par 100, la vitesse, et bingo, vous avez le nombre de volts de tension continue qui va apparaître dans le circuit d'induction. À quoi ça sert, ça? Ben, regarde, avec ça, tu peux répondre à la question A. À la question A, on va faire une loi d'Ohm, on va écrire les volts sont égales à la résistance fois le courant I. Comme c'est les volts induites et ça va nous donner les ampères induits, on isole I et ça nous donne E sur R. C'est la réponse de la question A. Ça, c'est le courant induit. Mais dans quel sens se dirige le courant induit dans mon circuit? Est-ce qu'il tourne en sens horaire ou anti-horaire? Pour ça, on applique la loi de Lenz et on se rend compte qu'au fur et à mesure que la tige se tasse vers la droite, il y a de plus en plus de X rouges qui sont inclus à l'intérieur de la surface verte. L'univers aimera pas ça et va faire apparaître un champ magnétique ou une densité de flux magnétique induite, que j'ai dessiné en bleu, à contresens des X rouges. Pour s'opposer à l'augmentation de X, on fait apparaître un champ qui va dans le sens contraire, donc qui vient vers vous. Maintenant, on met le pouce dans la direction du B induit et nos doigts s'enroulent dans un sens tel que le courant électrique tourne dans le sens anti-horaire, on va l'appeler I induit, comme ça, et ça, c'est le sens correct pour le courant I de la question A. Bon, ça marche. Question B.
la force extérieure, il n'y a pas de doute, la force extérieure, elle va vers la droite. Si on veut générer une vitesse V vers la droite, ça nous prend une force extérieure vers la droite. OK? Mais quelle est la grandeur de cette force-là? Comme la vitesse est constante, il n'y a pas d'accélération, ça veut dire que la force extérieure doit simplement vaincre la force électrique F tout court qui est vers la gauche. La force électrique F tout court vers la gauche émerge de notre équation. F est égal à I, L, comme ça, produit vectoriel, B0. Ça, c'est la force qui est exercée sur un conducteur immergé dans un champ magnétique B0, parcouru par un courant I. Le courant I à l'intérieur de notre équation pour la force, c'est le I induit. Je cherche pas midi à 14h, il n'y en a pas d'autre courant électrique à l'intérieur de la tige qui se déplace. Il n'y a pas de source dans le circuit. Le seul courant, c'est le courant induit. C'est correct, on a trouvé combien de milliampères on avait et on va s'en servir dans la question B. La longueur de la tige, c'est toujours 0,15 et le B0, c'est le 400 milliampères. Encore une fois, je cherche pas midi à 14h, c'est le seul champ naturel qui existe. Il y a des gens qui seraient tentés d'utiliser B induit pour aller calculer F. Maintenant, on peut pas faire ça parce que le courant induit ne peut pas prendre appui sur le champ induit puisque techniquement, il s'agit de la même entité physique. Le courant induit et le champ induit font partie d'une seule entité physique et on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes pour générer un mouvement. Essaye de te soulever le pied toi-même ou de te sacrer un coup sur l'épaule pour te tasser. Tu vas voir, ça marche assez mal. Il faut s'appuyer sur un autre objet pour se soulever ou se déplacer. C'est comme ça que ça marche. Toujours est-il qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver la force. On rentre notre 0,4 ici, notre 0,15, le courant qu'on a trouvé en A, et on va être capable de trouver F. Ça, c'est en fait la force de friction magnétique ou la force électromagnétique, mais il faut la vaincre avec une force extérieure de même module et de direction opposée. Donc, comme ça, on peut répondre à la question B. Pour la question C, c'est une partie de plaisir, et vous êtes meilleur que moi pour faire ça. Les watts, on les obtient en multipliant bêtement les volts, E, par le courant I. Il s'agit évidemment des volts induites et du courant induit. Il n'y a pas de source, là. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres que ça. Les volts E, on les a trouvés au début et le courant I, on l'a trouvé avec la loi d'Ohm à la question A. Donc, on multiplie un par l'autre et ça donne la bonne réponse. Si vous préférez utiliser R fois I carré, ça va fonctionner aussi avec le 8 ohms qui est ici. Vous allez trouver la bonne réponse. On passe maintenant au deuxième exemple qui est pas mal la même chose, mais version niveau 2, un peu plus avancée. À la place d'avoir un circuit dans lequel il n'y a pas de source, on a maintenant un circuit dans lequel il y a une source. Je l'ai appelé E0. Je regarde rapidement ce qu'il faut trouver là-dedans et je vous mets au défi d'aller chercher l'expression mathématique pour I0 et pour Vmax, la vitesse de la tige maximum. Ça, c'est pas un générateur, c'est un moteur. C'est un moteur parce qu'on a une source et on va convertir l'énergie électrique de la source en énergie mécanique de translation pour la tige. Voyons comment ça fonctionne. E0, la source, possède un certain nombre de volts et va faire circuler un courant électrique que je dessine en bleu à l'intérieur du circuit. J'appelle ce courant-là I0. On part du plus pour aller vers le moins, donc on va tourner en sens horaire à travers le circuit. Conséquence, vous avez une tige qui baigne dans un champ magnétique B1 et qui va subir une force. F est égal à I, L, B, on peut mettre le produit vectoriel comme ça entre les deux, qui va subir une force, et puis le I, c'est le I0, puis le B, c'est le B1, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Maintenant, on met nos 4 doigts dans la direction du premier vecteur, c'est vers le bas comme ça, et on replie vers le deuxième vecteur qui entre dans la page, et on va se ramasser avec une force que je vais appeler la force F0, associée au courant I0, qui va vers la droite. Conséquence, votre tige va se mettre à se déplacer vers la droite. La vitesse au début va être faible et va augmenter tranquillement au fur et à mesure que le temps va passer et que la force F0 va faire son travail en Newton en tirant sur la tige vers la droite. Ça va entraîner une conséquence, c'est que la surface
A de notre circuit va augmenter elle aussi tranquillement. Et il va y avoir de plus en plus de X rouges contenus à l'intérieur de la surface du circuit, exactement comme à l'exercice précédent. Ça, à l'exercice précédent, on a bien montré que ça allait entraîner l'apparition d'un courant électrique induit. Ce courant induit-là, je vais le dessiner en noir, va aller dans l'autre sens, on va l'appeler I induit, et va tourner comme ça à contresens du courant I0 qui était déjà là. Ce courant I induit-là va faire apparaître une autre force sur la tige qu'on va appeler F induite, qui va être égale à L, I induit cette fois-ci, pas I0, multiplié par B1. On baigne toujours dans le même champ magnétique et on peut calculer I induit avec l'équation qu'on a trouvée, E induite est égal à B, dans ce cas-ci B1, L fois V. Mais il y a un problème, la vitesse, cette fois-ci, on la connaît pas. Quand même, on sait qu'en faisant la loi d'Ohm, E induit est égal à R fois I induit, on peut aller calculer notre courant induit et la force induite là-dedans. Bon, on continue l'analyse. Il semble y avoir une force induite qui va aller à contresens de la force F0. Et je vous rappelle que la force F0 est en fait exercée par la source E0 et F induite est exercée par le phénomène d'induction électromagnétique et on la calcule avec cette équation-là. On connaît le sens de F induite parce qu'on peut mettre nos 4 doigts dans la direction du courant I induit, replier vers B1 et on va vers la gauche pour les mêmes raisons qu'à l'exercice précédent. On a deux forces qui s'opposent et on va arriver à ce qu'on appelle l'équilibre statique. À l'équilibre statique, là, c'est lorsque F induit est exactement égal à F0. Ça, au début, ce ne sera pas le cas, hein, parce que F0, au début, est grande, mais F induite, au début, il n'y en a pas. Et on peut faire un graphique, si vous voulez, là, de l'évolution dans le temps de ces deux forces-là. Quand je commence l'expérience là, et que j'allume l'interrupteur de la source à T0, tout de suite, on a une force F0. Là. Tu sais, c'est instantané, ça monte comme ça, là, comme une fonction échelon, F0. Et puis, F induite, elle, de l'autre côté. F induite, au début, elle va être faible. Et tranquillement, elle va se stabiliser comme ça, dans le négatif. Hein, je suis en dessous. Ça, c'est la force en newtons sur l'axe vertical. On va se stabiliser à une distance qui est la même, mais dans le négatif. Donc, la grandeur rouge que je fais ici, puis la grandeur rouge en bas, là, c'est pas à l'échelle, mais ils sont identiques l'un à l'autre. À un moment donné, quand les deux vont être de la même grandeur, F induite va arrêter de grandir parce qu'elle va contrebalancer à 100% la force F0. Et on va arriver à l'équilibre statique où les deux forces sont de même grandeur. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'accélération là, qui poussait la tige de plus en plus vite vers la droite va devenir 0 et on va avoir une vitesse qui est constante. La vitesse constante, c'est la vitesse V qu'on va avoir dans nos équations. Et le but du jeu, ça va être de trouver cette vitesse-là. Enfin, je vais prendre une feuille blanche parce que je me rends compte que j'ai plus de place. Pour solutionner le problème du moteur linéaire, il faut écrire F induit égale F0. Ça, c'est les deux équations qu'on a ici et puis F0 là. Donc, on va écrire d'un côté pour F induit, L avec I induit avec B1 est égal à ce qu'on a pour F0, le I0 fois le L fois B1. Rapidement, de chaque côté, là, on peut annuler B1, on peut annuler L, et il y a un détail, I induit, il faut aller le chercher avec la loi d'Ohm qui est là. Donc, I induit, on dit que c'est égal à E induit, les volts, divisé par la résistance, et puis nos volts, c'est en fait B1, L fois V. Donc, on remplace ça par B1, L fois V. Je pense que j'ai tout pris ce que j'avais besoin sur l'autre feuille. Il va me rester à réécrire ça proprement. Donc, on a B1, L, V, divisé par R, est égal à I0. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Regarde. Tu isoles V dans cette équation-là et ça va te donner V est égal à I0 fois R sur B1, L. Et ça, c'est la vitesse maximum. La vitesse maximum, elle est atteinte lorsque l'équilibre statique, les deux forces sont identiques. Donc, on est capable d'aller chercher l'équation mathématique pour Vmax à l'aide
de cette démarche-là. Maintenant, je peux comprendre que c'est un peu tannant et que c'est pas un problème qui est simple au premier abord, mais ça fait partie de ce que vous devez comprendre. Et ça a rapport avec les moteurs. Hein. À un moment donné, un moteur, ça c'est un moteur linéaire, mais les moteurs qui tournent, là, circulaires, comme ceux que vous utilisez au labo, c'est le même principe. À un moment donné, tu as une force, mais ça va être en fait un moment de force, un torque qui va venir de l'électricité, de ta source, et il y a un autre torque, un contre-torque, si tu veux, qui va venir de la friction électromagnétique, et les deux vont éventuellement se combattre l'un l'autre et se stabiliser pour avoir la même grandeur, mais le sens opposé. Et là, tu vas atteindre la fameuse vitesse synchrone ou asynchrone, là, dépendamment du moteur, à laquelle ton moteur est confortable pour tourner. Il faut qu'on voit une dernière sous-section, c'est très rapide, là, chapitre 29, c'est un extra qu'on m'a demandé de voir. Ce sont les pertes de puissance. On appelle ça P indice NC. C'est de la puissance perdue, mais par unité de masse. Donc P, là, mettons que ça vous donne 65 watts par kilogramme, c'est 65 watts de puissance perdue par kilogramme de métal là, ferromagnétique probablement, là, dans lequel va circuler une densité de courant qu'on appelle J. La densité de courant, j'ai mis une petite étoile, là, je me souviens plus si on l'avait définie ensemble. C'est bêtement égal au courant I qui circule en ampères dans votre fil conducteur ou dans votre morceau de métal, divisé par la surface transversale. Pour être clair, là, si vous avez un fil électrique comme ça, et puis qu'il y a un courant I qui circule, il faut prendre la surface de la section transversale A, et A est toujours perpendiculaire à I dans ce cas-là. Ça vous prend aussi la résistivité de votre morceau de métal. Ça, c'est une propriété caractéristique que vous trouvez dans les tables ou sur Internet. À l'examen ou dans les exercices, on va vous la donner pour l'aluminium, pour le cuivre, pour les autres matériaux conducteurs. Et pour une raison là, que seul Wildy connaît, on divise par 10 et par la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Aussi une propriété caractéristique comme la résistivité qu'on trouve dans les tables, les tableaux périodiques ou sur Internet. Encore une fois, dans les exercices, on va vous la donner. Et ça va vous donner la puissance qui est perdue par perte électromagnétique là, à l'intérieur de votre matériau conducteur. Hey, il semble que ça fasse le tour de tout ce que vous avez à faire. Je rappelle, j'ai envoyé un Mio avec les devoirs pour chaque chapitre et vous pouvez me contacter par Mio aussi si vous avez des questions. Je vous laisse là-dessus et on se revoit à l'examen. Si vous n'avez pas commencé des exercices, c'est le temps. L'examen s'en vient rapidement.